Marque-page, Christophe Robert. Michel Benoît Toncini, Claude Darras, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation afin d'échanger autour du livre que vous consacrez à Louis Toncini, Le Maître de Rive-Neuve, publié aux éditions Hervé Chopin. Alors, il est né en 1907, décédé en 2002, c'est-à-dire que en fait, sa vie couvre tout le XXe siècle. Et pour commencer, surtout, alors moi j'étais très touché parce que dès les premières pages, on a des dessins à la mine de 1921. Il a alors 14 ans. Et on voit déjà que le coup de crayon est vif et alors vous écrivez même, il a une dextérité évidente. Et je souhaitais peut-être vous entendre tous les deux sur ces premiers dessins. Peut-être vous, Michel. Ce sont des dessins qui ont été faits dans un cadre scolaire, dans un premier temps, donc qui dénotent une certaine application, une certaine rigueur, et déjà quand même une certaine imagination. Et le trait est très précis. Oui, alors excusez-moi, mais moi à 14 ans, j'étais très scolaire, je dessinais, mais je ne dessinais pas les dessins qu'on voit. Oui, alors il est vrai que très tôt, ces instituteurs et une autre personne dont on aura peut-être l'occasion de parler, à la paroisse des Crottes, ont remarqué les talents assez exceptionnels de mon père. Et je crois qu'il avait ces talents, on peut dire un don. Ces dons qui sont là et qui ont besoin d'être après exploités pour devenir quelque chose de plus fort, quoi. Voilà. Alors en 1922, il a 15 ans, il est apprenti staffeur et cela va jouer un rôle important dans toute sa vie. Claude, peut-être vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette partie-là. Oui, en effet, Louis Toncini a eu cette heureuse idée de penser que la peinture, à 15 ans, il ne savait pas quelles auraient été les années suivantes, mais disons que il a commencé dans une entreprise comme apprenti staffeur et cela lui a permis également le soir de suivre les cours des Beaux-Arts à la place Carly à Marseille. De nombreux peintres d'ailleurs de ce siècle-là ont eu une activité dans la journée et le soir ils se retrouvaient avec Monsieur Raybaud qui était un professeur de peinture. Louis Toncini a également suivi, dans ses cours du soir, il a suivi aussi des cours de sculpture. Cette troisième dimension a été très importante pour lui dans la continuité de sa carrière. Oui, parce que vous indiquez qu'en 1923, il rentre à l'école des Beaux-Arts, mais il est quand même attiré par la sculpture. C'est ça. Oui, en effet. Très tôt, d'ailleurs, c'est son souci. Et je crois que ça lui a servi véritablement dans les béquilles de cette activité picturale, en commençant par la sculpture, il a quand même franchi un certain nombre d'étapes d'une façon beaucoup plus précoce. On sait que l'utilisation de la terre, de la pierre notamment qu'il taillait, on sait que cette activité-là est véritablement porteuse d'un certain nombre de promesses pour un peintre qui ensuite, il va se trouver devant un support tout à fait plat. Alors, juste quand même pour que nos éditeurs comprennent bien, mais on a oublié de le préciser au début de l'émission, vous, Michel, vous êtes sa fille ? Oui. Et vous, Claude ? Je suis un ancien journaliste et un critique d'art. D'accord. Alors en 1928, il participe au Salon des échanges, c'est-à-dire un salon où les exposants font du troc en nature. Alors, est-ce que vous nous expliquez un peu ce système de troc en nature dans un salon ? À cette époque-là, c'est vrai que les artistes ne sont pas marginalisés, mais ils n'ont pas l'aura que la corporation obtiendra les décennies suivantes. Et pour se défendre, avec ou sans association, il se prête à des foires d'échange où les artistes eux-mêmes
peintres, sculpteurs, graveurs se rencontrent, échangent des propos, mais échangent aussi des œuvres. Et ces foires-là, elles sont suivies aussi par un certain nombre de collectionneurs. Et bien, Louis Toncini va probablement en connaître quelques-uns qui, peut-être, les années suivantes, le suivront dans une carrière. Alors, votre papa a troqué des tableaux contre d'autres ? Tout à fait. Voilà. Mais moi, je voulais revenir sur un point particulier. Nous parlions de la sculpture tout à l'heure. Je crois qu'il y a eu une alternance. Mon père a été intéressé par le dessin, la peinture, très jeune. Et en même temps, il s'adonnait à la sculpture. Il nous racontait, à mon frère qui n'est plus là et à moi, que très jeune, dans le jardin de leur maison, il s'était amusé à sculpter une pierre dans le jardin. Passe un monsieur qui voit cet enfant, voit la sculpture, s'avance et lui propose de l'acheter. Et mon père a été littéralement tétanisé par cette demande, a pris la poudre d'escampette pour se réfugier dans la maison. Donc, un peu logiquement, il s'est inscrit au cours de sculpture à l'école des Beaux-Arts, mais très rapidement, il a été attiré par la couleur et il s'est inscrit aussi au cours de peinture avec M. Brémond, pour lequel il avait une admiration considérable, parce que cet homme-là en arrivait même à leur ouvrir le dimanche matin les portes de l'école des Beaux-Arts pour que ces jeunes-là viennent travailler dans ce laps de temps de liberté que leur laissait puisque pendant leur ce temps-là, il activité continuait professionnelle. son travail Absolument. de staffer, Et mon père a été initialement embauché comme sculpteur staffeur dans cette première entreprise dans laquelle il a travaillé. Oui. Alors, je voudrais maintenant qu'on vienne au début des années 30 où il fonde le groupe des peintres prolétariat, c'est ça ? Prolétariens ? Oui, c'est cela. Tarien. Peut-être les peintres prolétariens sont quand même précédés par un groupe. Un groupe, c'est cette peinture marseillaise, la jeune peinture marseillaise, se réunissent, mais sans avoir une association avec un siège. Ils vont profiter d'un certain nombre de galeries. Certains galeristes vont les abriter, mais cette jeune peinture marseillaise, elle va évidemment permettre à Louis Toncini, qui, rappelons-le, suivait encore à cette époque-là, Michel a eu raison de le rappeler, les cours du soir de M. Brémond en peinture et les cours de sculpture de M. Rebaud. Voilà. Et donc, il va rencontrer, pendant cette période de la jeune peinture marseillaise, il va sympathiser, et même cette sympathie va se transformer en amitié avec le peintre Antoine Serrat, et leur collègue également, Simon Auguste. Et c'est ces trois-là qui vont créer le groupe des peintres prolétariens. Qui deviendra les peintres du peuple ? C'est cela. Parce que trop marqué politiquement ? Oui. Marqué politiquement, je pense que ce changement d'appellation a été recommandé par un certain nombre de gens qui entouraient ces trois artistes qui se sont multipliés. Ensuite, ils ont reçu des adhésions de peintres, de sculpteurs et de graveurs, certains dessinateurs également. Et c'est vrai que l'époque est quand même, les années 1930, c'est une époque très, très difficile, incertaine, et les peintres aussi ont cette difficulté à finalement s'affirmer dans une peinture académique qui, selon eux, ne laisse pas suffisamment de place au monde du travail, au monde ouvrier. Voilà, il peint le monde du travail, les quartiers populaires, les usines, le port marchand.
Et puis on en arrive à 1936, le Front populaire, et il assure la direction de la première maison de la culture, inaugurée en présence de Louis Aragon. Oui, en effet. Alors cette maison de la culture qui va trouver son siège, disons, au numéro 68 de la rue Sainte, ce 68 de la rue Sainte abrite le siège de l'Association des écrivains et artistes révolutionnaires. Alors Louis Toncini va co-diriger cette maison commune avec un ingénieur de la Société des Eaux de Marseille, mais qui est un éditeur déjà bien connu dans la métropole marseillaise, qui s'appelle Léon Cadenel. Ils vont co-diriger cette maison de la commune et l'inauguration se déroulera en présence de Louis Aragon. Le président sera Jean Giono, mais cette époque-là est quand même pour Jean Giono une période de doute vis-à-vis des courants révolutionnaires, vis-à-vis du Parti communiste. Alors, Jean Giono ne restera pas au sein de ce comité directeur, évidemment, de la maison commune, qui, rappelons-le, a été la première en France après Paris. Je voulais rajouter à propos de Léon Cadenel l'importance de la revue que Léon Cadenel avait créée, Tache d'encre, et pour laquelle mon père a amplement participé. Et à ce sujet-là, bien insister sur la dimension, j'allais dire, d'aventure collective de cette bande de copains qui, pour certains, ne se quitteront jamais, hein, et auxquels s'adjoindront d'ailleurs d'autres peintres, comme Ambrosiani, je pense là, Diana, etc., et auxquels il faut ajouter aussi Tognetti. Voilà. Alors Michel Benoît Toncini, Claude Darras, merci. Je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine pour évoquer la deuxième partie de la vie de Louis Toncini. Je rappelle le titre de cette très belle monographie que vous lui consacrez, qui s'appelle « Louis Toncini, le maître de Rive-Neuve », publié aux éditions Hervé Chopin. On remercie également Frédéric Banégas pour l'enregistrement de cette émission, que l'on peut retrouver en podcast sur le site de la radio rcf.fr. Marque-page, Christophe Robert.